Dans cette vidéo, on pratique. Ce matin, je donnais cours en école de commerce, et à la fin de la séance, mes élèves ont eu un petit test à réaliser sur une dizaine de minutes. Je vous propose de corriger ça tous ensemble sur YouTube, comme ça eux, ils vont avoir leur correction, et vous pouvez en profiter pour pratiquer un petit peu. Comme d'habitude, cette vidéo vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel. Juste avant de commencer, petite précision, pour que vous puissiez pratiquer, évidemment, le fichier que je corrige se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez un lien, vous suivez, vous le téléchargez, et comme ça vous pouvez travailler en même temps que moi, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Sur ce, c'est parti. Alors dans l'exercice 1, on commençait sur un truc relativement facile. Ils doivent calculer le montant total acheté de deux manières différentes. La première fois, c'est à leur guise. La deuxième fois, je leur demande d'utiliser une somme prod. Donc on va faire ça ensemble. La première chose, c'est de calculer dans la colonne H le prix de vente unitaire par la quantité. Donc je multiplie le prix de vente par la quantité, c'est tout simple. Hop. Et ensuite, la première solution, le plus simple, c'est de faire une somme sur la totalité de la colonne H. Top. Et voilà. Évidemment, la mise en forme n'est pas terrible. Simplement passer ça, en format monétaire. Et c'est pas mal. Ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois avec une somme prod. Donc, ça va nous permettre, en fait, la somme prod, de se passer quelque part de la colonne H et de pouvoir faire notre calcul de montant hors taxe total directement dans la cellule J7. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Somme prod, tac, et donc il fallait prendre en première matrice le prix de vente unitaire et multiplier cette matrice par la quantité. Donc là, Excel, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il va multiplier 8,35 par 489, 250,73 par 445, etc., etc., sur toute la plage, et on est pas mal. Vous voyez qu'on retrouve bien le même résultat. Je reprends la mise en forme, et on est pas mal. Évidemment, à l'intérieur de la somme prod, le fait de mettre d'abord F puis G, ou d'abord G puis F, ça n'a aucune importance, l'ordre ne changera pas le résultat final. Maintenant, dans l'exercice 2, alors on avait un truc un tout petit peu plus compliqué. Là, le principe, c'est quoi? C'est d'abord de calculer une quantité fabriquée. Donc, quantité à livrer, 25 pièces. Nombre de rebuts, il y en a eu 2. Du coup, la quantité fabriquée, c'est 27 pièces. On a bien dû fabriquer nos 25 pièces au bout du compte, mais il y a également eu 2 rebuts dans la bataille, et donc, au final, on a produit 27 pièces. Voilà, c'est simplement la somme. Et j'étire en double-cliquant sur la puce en bas à droite. Ensuite, le coût de fabrication de la commande, là, c'est tout simplement le coût de production multiplié par la quantité totale qu'on a fabriquée. Alors, j'avais bien précisé dans l'énoncé qu'on considère qu'un rebut a coûté la même chose à l'entreprise qu'un produit correct. Il a quand même fallu approvisionner la matière pour fabriquer le produit qui a terminé en rebut. On y a passé du temps, etc., etc. Ça, évidemment, d'une entreprise à l'autre, on pourra avoir des calculs beaucoup plus simples. On va quand même à l'école. Alors ensuite, notre valeur en stock, ça va être notre prix de vente final pour chaque article multiplié par la quantité à livrer, puisqu'au bout du compte, il y en a bien que 25 qui sont arrivés en stock. Voilà. La marge brute, ça va être notre valeur en stock, qui sera également le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir tirer sur cette commande. Valeur en stock à laquelle je soustrais le coût de fabrication de la commande. Et ça me donne une marge brute en euros. Si je veux avoir ça en pourcentage, je vais diviser la marge par la valeur en stock. Et j'obtiens un truc de 41 centimes. Alors ici, il ne faut pas s'affoler. En fait, il s'agit simplement de remettre en pourcentage la cellule K2. Et donc en fait, il s'agit bien de 41% de marge brute. Et absolument, je peux rajouter un chiffre après la virgule, j'étire ça, et on peut voir au passage qu'il y a certaines lignes où on a une marge qui est vraiment très très faible, voire négative. Maintenant, l'exercice 3, ils vont d'abord devoir calculer le montant hors taxe des ventes en tenant compte non seulement du coût de production par la quantité, mais aussi de la marge brute que l'entreprise va appliquer. Alors, ça a été fait aléatoirement, donc c'est pas étonnant que les chiffres soient pas forcément très pertinents, mais ça, c'est pas très grave. Bon, je vais multiplier mon coût de production par mes quantités, et pour appliquer la marge brute, là, je vais multiplier par, entre parenthèses, 1 plus 40,43%. Alors, pourquoi 1 plus D2 et pas juste multiplié par D2? Tout simplement parce que quand on veut appliquer 20% de TVA sur un prix hors taxe, pour avoir un prix TTC, on multiplie bien par 1,2 et pas par 0,2. Or, je vous rappelle que
un pourcentage ici, pour Excel, c'est un chiffre entre 0 et 1, en l'occurrence ici c'est 0,40, 0,4043 pour être précis. Et donc si je multiplie juste par 0,40, je vais obtenir un chiffre qui va être inférieur au coût de production. Il faut bien que je multiplie par 1,4043. Et donc en utilisant 1 plus des 2, je vais bien multiplier par 1,4043. Voilà pour la petite subtilité. Donc mon montant hors taxe, c'est fait. Ensuite, il faut que je calcule la marge nette. Alors la marge nette, ça va être le montant hors taxe moins le coût de production. Et on va également y soustraire les coûts indirects qu'on a répertoriés ici sur la droite. Donc je vais déjà faire une somme. Alors on peut utiliser la somme automatique là. Tac, qui va plus vite. Là je crois que je ne l'ai pas montré pendant le cours, donc c'est cadeau. Et puis, du coup, pour la marge nette, je vais soustraire le montant hors taxe, ou plutôt je vais soustraire au montant hors taxe, le coût de production que je multiplie à la quantité, et je vais également soustraire le total des coûts indirects, que je n'oublie pas de figer avec des dollars, donc en utilisant par exemple la touche F4, de manière à bien retirer à chaque fois et le prix de production pour obtenir une marge brute, et les coûts indirects pour obtenir une marge nette. Alors, des vrais financiers diraient que j'oublie un paquet de choses, mais c'est pas très grave, ici on veut juste pratiquer. Ça nous amène bien à une situation où on a parfois une marge nette qui est négative, parce que quand on ajoute les coûts indirects, ça nous fait passer en dessous de 0. Je précise qu'il faut bien penser à mettre les dollars, parce que vous voyez de cette manière, lorsque j'ai étiré ma formule, tout ce qui devait se décaler vers le bas s'est décalé. Par contre, pour le total des coûts indirects, il est bien resté coincé sur I5. Voilà, très bien. Du coup, ensuite, chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise, ça va simplement être une somme. Hop, ça c'est des points à gratter facilement pour les jeunes. Hop, les bénéfices nets avant impôt, pareil, c'est des points faciles à gratter, on fait juste la somme. Et puis le taux de marge nette avant impôt, je vais simplement diviser les bénéfices par le chiffre d'affaires, on est à 15% de marge. Voilà, le petit format de pourcentage qui va bien. Et on est pas mal. Alors maintenant, l'exercice 4. Au début de la séance, j'ai insisté un petit peu sur une chose, c'est qu'il y a une différence entre un format de cellule et un type de données. En l'occurrence, on peut avoir des choses qui semblent ne pas être du tout ce à quoi on s'attend, alors qu'en fait, c'est simplement une histoire de forme. Ici, j'ai des données numériques qui sont au format pourcentage. Si je passe ça en mode standard, et non pas pourcentage, déjà, je redivise le tout par 100, et j'obtiens des chiffres aux environs de 45 000. Et si j'applique un format de date par-dessus, je retrouve bien une date courte classique. Et donc, il suffit que je change mon format, et c'était ça qu'il devait faire, changer le format de cellule, de manière à y voir clair et à retrouver les mois, pour pouvoir, au bout du compte, faire la somme des montants facturés en janvier, en février et en mars. Donc ça, c'est super important, une date, c'est juste un numéro de série à partir du 1er janvier 1900. Donc, quand je vois ce genre de choses, en réalité, il suffit que je change en date pour avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Du coup, à partir de là, il pouvait faire un peu comme il voulait. Je ne voulais pas forcément qu'ils utilisent du SumSci parce qu'on ne l'a pas vu et que c'est un peu complexe là pour le niveau où ils en sont. Donc, il pouvait juste faire, par exemple, des sommes comme ceci, voilà, pour prendre le mois de janvier. Il pouvait aussi faire égal ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, ça me convient aussi, je m'en fiche complètement. Vous pouvez même se dire, en mars, il y a 3 fois 1000, ça fait 3000, et saisir 3000 sans même faire de formule. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est qu'ils s'en sortent avec ces histoires de format. Alors maintenant, on passe à l'exercice 5. Alors, il n'est pas très facile, l'exercice 5. On va voir s'il y en a qui ont réussi. Peut-être des champions de la logique. Alors, qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait déjà partir du principe qu'on peut mettre 26 palettes au sol dans un camion. Et puis, comme on part aussi du principe qu'on ne peut pas empiler le type de marchandises qu'on gère, ça veut dire quand même que dans un camion, on met 26 palettes, un point c'est tout. Alors, le but, c'est que dans la première cellule ici, on indique le nombre de camions à affréter en fonction du nombre qu'on saisit ici en C12. Donc, pour faire ça, on va utiliser, on pourrait utiliser pas mal de choses. J'avais en tête, en imaginant l'exercice, utiliser les fonctions ent et mode. Je fais une vidéo dessus sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous voulez voir un peu ça. Mais ils n'ont pas trop accroché dessus, alors dans la correction, on va plutôt partir sur arrondi supérieur, qui je pense leur parlera peut-être davantage et sera plus facile pour eux à réutiliser dans leur travail. Donc, nombre de camions à affréter, et là, on va se faire une fonction arrondi supérieur. On va prendre
comme nombre 254 que je divise par 26, puisque je peux mettre 26 palettes dans un camion, et je vais arrondir ça à l'entier supérieur. Voilà, donc je mets 0 en nombre de chiffres après la virgule, et quand je valide comme ça, ici, il me dit qu'il me faut 10 camions. Bah, effectivement, 26 palettes au sol, ça veut dire que si j'ai 10 camions, je peux en transporter 260. Il se trouve que j'ai 254 palettes à transporter, il me faut bien 10 camions. Ensuite, ce qu'on voulait, c'était connaître le nombre de places libres, alors en palette, hein, pas en surface, on n'est pas maso à ce point-là, le nombre de places libres dans le dernier camion, qui pourrait permettre de pouvoir expédier quelques palettes en plus sur une tournée ou une autre. Pour faire ça, c'était pas si dur en fait. Pour faire ça, on va multiplier 10, donc c'est-à-dire le nombre de camions à affréter, par 26, et on va y soustraire le chiffre qu'on a ici, le nombre de palettes à livrer. De cette manière, j'obtiens bien 6 palettes qu'il est encore possible de rentrer dans nos camions. Faisait pas compliqué, ils vont me détester s'ils voient la vidéo. Alors, dernier exercice, l'exercice 6, dans lequel je voulais les faire pratiquer un petit peu tout ce qui est SumSci et SumScience. Alors, bon, la SumScience, on n'a pas eu le temps de la voir en réalité pendant le cours, donc je vais la corriger quand même, mais on la reverra au prochain cours. Ça, c'est pour les rassurer si jamais ils voient la vidéo. Bon, d'abord, je calcule le prix de vente unitaire par la quantité, voilà. Et j'étire ça. Comme ça, j'ai mon montant hors taxe. Ensuite, quantité totale achetée pour radiateur de chauffage, système d'échappement complet, capteur de pression, bref. On a des articles ici, et on veut savoir combien on a dépensé pour chacun de ces articles dans notre base de données. Donc, bon, je précise que la base de données, il y a 6000 lignes, donc ils peuvent pas le faire à la main sans formule. Donc là, il fallait utiliser une SumSci. Voilà. Alors la SumSci, il faut d'abord commencer par indiquer un critère. On va faire une somme, mais soumise à une condition. En l'occurrence, la condition, c'est qu'on veut faire la somme uniquement des lignes qui concernent un radiateur de chauffage. Donc, où est-ce que je vais pouvoir identifier la plage dans laquelle je vais retrouver mon critère? Ça va être ma colonne E, dans laquelle je vais retrouver radiateur de chauffage de temps en temps. Alors, je ne vais pas écrire directement radiateur de chauffage, je vais plutôt sélectionner J5, et puis ça va me permettre d'étirer la formule que je vais obtenir pour obtenir le bon résultat sur la totalité de mes articles. Après ça, je vais sélectionner une somme plage. En l'occurrence, ma somme plage, c'est mon montant hors taxe. Donc, si je récapitule assez rapidement, je cherche dans la colonne E radiateur de chauffage, et quand je le trouve, je fais la somme des valeurs qui se trouvent en face dans la colonne H. Si je valide, je retrouve 224 000, on va mettre un peu de... Là, tac. Un petit peu de mise en forme, et si j'étire ça, je retrouve la totalité des infos pour toutes mes valeurs. Petite précision également, j'ai bien sélectionné la totalité de la colonne E et la totalité de la colonne H, ce qui fait que quand j'étire, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec des dollars. Allez, on va faire la même chose pour les quantités totales achetées chez les différents fournisseurs. Et donc là, je vais dire égal SumSci. Mon critère cette fois c'est le fournisseur, donc je vais prendre la colonne C. Je vais prendre le nom du fournisseur, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le nom de l'article. Et puis la somme plage, ça c'est toujours ma colonne H. Donc, là encore, je résume rapidement. Je cherche dans la colonne C ce qui se trouve en J18. Et quand je trouve le contenu de J18 dans la colonne C, j'additionne ce qui se trouve dans la colonne H. Je valide. Et c'est tout bien. Hop, petite mise en forme, nickel. On voit que ça a été fait aléatoirement, c'est assez homogène. Dernière chose qu'ils avaient à faire dans cet exercice, c'était de trouver cette fois le montant de jantes, les quantités de jantes achetées chez les différents fournisseurs qui sont ici. Donc, je vais pour ce faire utiliser non pas une SumSci qui ne tolère qu'une seule condition, mais une SumScience qui en tolère beaucoup plus, 255 de mémoire. Alors, j'écris égal SumSci ans, donc le ans pour ensemble qui nous indique qu'on va avoir plusieurs conditions. Hop, et je vais passer ici en haut à gauche pour que vous puissiez suivre plus facilement. Voilà. Donc, là dans la barre de formule, vous voyez, je retrouve les informations de ce dont Excel a besoin, de ce qu'il attend de moi. Et d'abord, il attend la plage somme. Donc là, je peux faire la somme des quantités, et donc je vais sélectionner la colonne G. Ensuite, c'est comme tout à l'heure, je vais enchaîner plage critère, et puis je vais simplement mettre un deuxième critère, donc de nouveau ensuite, plage critère et pro critère. Donc d'abord, le fournisseur, mon critère, ça va être
ce qui se trouve en J18. Alors, vous voyez, je crois quand même à l'écran, c'est un peu petit, mais c'est bien là, parfait. Ça, c'est mon premier critère, c'est le fournisseur. Ok, je cherche en colonne C ce qui se trouve en J18. Deuxième critère, pour la description article, eh bien, je cherche en colonne E les jantes. Et donc là, j'écris jantes entre guillemets. Voilà, et si je valide de cette manière, je vois que Unipress Corporation n'en ont pas acheté. On n'en a pas acheté chez eux, du moins. Et je vois que, eh bien, chez Hyundai, on en a acheté. ATS Technologies, on en a acheté, etc., etc. Donc voilà pour la somme science. C'est un tout petit peu plus compliqué que la somme si, mais ma foi, on reste dans le thème. Bon, ils avaient 10 minutes pour faire tout ça, c'était un peu juste. C'était prévu qu'ils aient pas le temps de tout faire, mais comme ça va me permettre de voir un peu où ils en sont et ce qu'ils ont retenu de la séance. Et voilà pour cette petite vidéo de pratique, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, comme d'habitude, on like, on s'abonne, les classiques, et puis moi je vous attends en commentaire si vous avez des questions. D'ici là, je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.